Bonjour Simon Muchler. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la jeune société Rebond et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau podcast La Fabrique des Champions. Alors Simon, vous êtes un passionné de sport, notamment de sport de ballon, foot, basket, et vous avez eu l'occasion de constater qu'il y avait une sorte de contradiction entre les valeurs véhiculées par le sport sur le plan environnemental et les ballons qui n'étaient pas forcément très RSE. D'où votre idée de créer Rebond, qui a l'ambition de fabriquer des ballons de sport autrement, c'est-à-dire de façon plus éthique, éco-responsable et avec une production locale. Alors, le ballon de football en particulier est un objet qui nous est très familier et vous nous en avez apporté un exemplaire décoré de graffitis d'inspiration street art absolument superbe. Mais il est probable que très peu d'entre nous savent de quelle matière première est constitué un ballon de football traditionnel et quelles sont les grandes étapes de fabrication. Aussi, ce sera ma première question qui est très simple. Pouvez-vous nous expliquer comment et avec quoi on fabrique un ballon de football ? Alors, très bonne question. C'est vrai que le ballon, c'est un produit, c'est peut-être le produit le plus populaire au monde. J'ai l'habitude de dire que un ballon de sport, vous l'emmenez dans n'importe quel pays et il y a quelque chose qui se passe avec la personne que vous aurez en face de vous. Peu importe si vous ne parlez pas la même langue, il y a le ballon crée ce langage finalement, crée cette connexion. Et il fait partie, il est intergénérationnel, multigénérationnel, on le connaît depuis qu'on est tout petit. Et en fait, il a plein de secrets ce produit. Et j'en ai découvert certains d'entre eux. Et le ballon de base, tel qu'on le voit aujourd'hui, si on s'arrête sur le ballon de foot, entre autres, c'est un produit qui est multimatière. Déjà, c'est la première chose. Nous, on le connaît avec son enveloppe, parce que c'est la face qu'on voit, c'est la face sur laquelle on tape, et c'est la face visible. Et en fait, c'est la plus fine partie du ballon. Cette enveloppe-là, jusqu'à aujourd'hui, elle était faite en plastique. On parle de PVC, de PU. Alors, c'est vrai que dans le langage commun et courant, on dit souvent les ballons, c'est du simili-cuir. Le simili-cuir, ou c'est du cuir même, dans le langage on dit c'est du cuir. Le ballon en cuir, ça n'existe plus depuis les années 50. En fait, on jouait avec des ballons en cuir autrefois, et en fait, il y avait plein de désavantages à ça, désavantages, si je puis dire, dans le terme usage et entretien, parce que le cuir, c'est un matériau qui réagit aux températures, aux intempéries. S'il pleut, c'est une matière qui va boire l'eau, donc qui va s'alourdir. Donc en termes de jouabilité, c'était compliqué. Et dans les années 60, le plastique est apparu et le plastique était tellement fantastique qu'on en a fait des ballons. Et donc cette couche externe, c'est du plastique. On parle de simili-cuir, mais je trouve que c'est un beau terme finalement parce que c'est de la pétrochimie et c'est des énergies fossiles, un ballon. Donc il y a cette couche externe. En dessous, vous avez une mousse. En fait, c'est ce qui donne l'aspect molletonné au produit et qui lui donne l'aspect souple et agréable à jouer. Et encore en dessous, vous avez une couche d'entoilage. L'entoilage, en fait, c'est un process qu'on retrouve aussi sur de la couture, sur des vêtements. Ça sert à consolider le tout. Ce sandwich de matière-là, il faut qu'il soit solide parce que cette matière arrive en rouleau, en atelier de fabrication et d'assemblage. On empièce ces rouleaux, donc on fait des pentagones, des hexagones. Ensuite, on les assemble, on les coud. Et ensuite, ces panneaux sont mis sous tension, forcément parce qu'on vient gonfler avec la vessie qui est à l'intérieur. Ils sont mis sous tension et en plus, ils sont maltraités ensuite parce qu'on va shooter dans le ballon, il va y avoir des poteaux, des fois on va jouer contre des murs. Donc il faut que ces matériaux, cet assemblage soit solide. Donc on vient l'entoiler avec une troisième couche. Et ensuite, je parlais de gonflage, il y a cette fameuse vessie. Et là, sur la vessie... historiquement, on était sur du latex naturel, sur du caoutchouc naturel, et maintenant on est sur des produits synthétiques. Il y a un alliage de caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, de latex synthétique, ou parfois même de vessie en plastique, de plus en plus. La couche moussée, quant à elle, quand j'en parlais tout à l'heure, là, l'origine des matières diverge en fonction des ateliers de production. Il n'y a pas de normes spécifiques. Et ce backing, cet entoilage, pareil, soit on est sur des énergies fossiles, soit on est aussi sur du polyester, sur du coton. Ça diverge aussi en fonction des pays de production, des ateliers de fabrication. En tout cas, la couche externe et la mousse, elles sont toujours PVC, PU, ce type de matière-là. Donc en fait, ça nous fait un produit quand même très complexe, très technique, avec beaucoup de matériaux à l'intérieur. Et je précise que toutes ces petites faces qu'on voit, il y en a 32, c'est ça ? C'est bien ça ? 32 Exactement, petites c'est faces un assemblage hexagonales, voilà, de pentagones, d'hexagones. Et en fait,
Pourquoi cette forme 32 panneaux? C'est une forme qu'on a toujours vue. C'est la forme du ballon d'Olivier Thom, par exemple. En fait, c'est la forme géométrique qui, à plat, une fois assemblée, donne la forme la plus ronde possible. Cette forme géométrique, elle a un nom, ça s'appelle un icosaèdre tronqué. Et c'est pour ça que cette forme, elle perdure, ces pentagones, ces hexagones, ils restent, ils traversent les années, parce que c'est la forme la plus ronde possible, et un ballon doit être le plus rond possible, pour des raisons de jouabilité. En fait, là, on va rentrer dans de la physique, mais un ballon qui n'est pas rond, dans l'air, il va flotter, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va moins pénétrer de manière linéaire l'air. Et c'est pour ça que parfois, lors de certaines Coupes du Monde, certains événements internationaux, les marques essayent de faire un peu un push marketing avec des nouvelles formes de ballons, des nouvelles formes de panneaux. Et on entend souvent ce refrain des gardiens qui disent « on a un ballon qui flotte, la trajectoire est difficile à lire ». Et oui, parce qu'il n'y aura pas plus rond que ce 32 panneaux. Donc en changeant, en essayant d'amener de l'originalité marketing autour du ballon, on perd un peu de qualité de pénétration de l'air. Alors pour le moment, où sont produits tous ces ballons qu'on utilise dans le monde entier et qu'est-ce qu'on leur reproche au plan écologique? Alors, le ballon, en fait, il a une histoire particulière avec une région du monde qui s'appelle le Pendjab. Le Pendjab, c'est une région qui est à cheval entre deux pays, entre l'Inde et le Pakistan. Et pourquoi il y a une histoire particulière avec cette région? En fait, ça s'explique de manière historique. Faut remonter à l'époque coloniale anglaise pour ça. En ces temps-là, l'Inde et le Pakistan étaient un seul et même pays. Les deux se sont séparés au moment de la partition et pour des questions religieuses. Et les colons anglais, quand ils sont arrivés sur place, et les militaires entre autres, il faut savoir que le football vient d'Angleterre, et ils commençaient à faire des ballons chez eux en cuir à cette époque-là. Et quand ils sont arrivés en Inde, dans cette région-là spécifiquement, donc le Pendjab, c'est une région, facteur important, qui est juste en dessous le Cachemire. Et géographiquement, c'est une région qui est très irriguée. D'ailleurs, les colons anglais en ont fait ce qu'on appelle les canal colonies. Et c'est une terre très agricole, il y a beaucoup d'élevage également. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on l'appelle le grenier de l'Inde, et c'est pas pour rien. Et du coup, les colons sur place ont découvert qu'il y avait toutes les matières naturelles premières pour faire un ballon, parce qu'à cette époque, les ballons étaient en cuir et en coton pour les faces internes. Et pour faire ces matériaux-là, il faut beaucoup d'eau. Donc, il y avait tout sur place pour réaliser le ballon. Et au-delà de la matière en elle-même, ils ont surtout découvert une dextérité et une manière de coudre qui était incroyable de la part de ces habitants-là et qui s'explique par le savoir-faire du Cachemire, en fait. Et ils ont commencé à faire des ballons sur place et avec un savoir-faire qui, en fait, était bien supérieur au leur. Et à tel point que le ballon est même devenu une monnaie d'échange dans ce pays. Les impôts anglais étaient payés pour partie en ballon de sport. Donc c'est une histoire qui est très chouette déjà parce qu'on en revient aux origines du produit et cette région-là a eu un savoir-faire qui a longtemps été inégalé jusque dans les années 2005-2006. 85 à 90% de la production mondiale sortait de cette région. Et c'est pas rien, il faut savoir que les années de Coupe du Monde, c'est plus de 60 millions de ballons qui sortaient de cette région. Et il y a des villes sur place qui sont incroyables. Vous vous baladez dans des rues où c'est des ateliers de ballons qui se succèdent et qui participent en plus au développement économique et social. J'ai le souvenir d'un atelier d'ailleurs qui est labellisé Fairtrade, qui a été un des premiers ateliers à embaucher des femmes. Parce qu'on est sur un pays musulman, sur la partie pakistanaise. Et le travail des femmes est assez récent en fait. Ça fait que quelques années que les femmes travaillent et ont un statut de travailleur au même titre que les hommes. Et ça a été un des premiers à embaucher des femmes. J'ai l'exemple aussi de confédérations d'ateliers qui se sont mis ensemble pour payer les ramassages scolaires en bus. Donc ça participe énormément. Le volume de produits qui sortaient de cette région-là, évidemment, a un impact économique et donc social derrière. Et dans les années justement 2005-2008, avec le développement tout azimut de la Chine s'est mise à faire du ballon comme elle faisait un peu tout d'ailleurs. Et en fait, cette région a souffert de la délocalisation de cette production. Ici, la Chine, au début, avait des produits qui étaient de pas très bonne facture et de pas très bonne qualité. Depuis les années 2012-2015, il commence à avoir de bons ballons techniques. Et la Chine, elle est forte sur un aspect, c'est qu'elle arrive à rendre les choses mécanisables et très rentables, très vite. Donc, ils souffrent d'une concurrence prix qui est importante. Et il y a beaucoup de la production qui est partie de chez eux pour aller en Chine. Aujourd'hui, on parle de
30 à 35% de la production de ballons qui sort du Pendjab, donc ça a quand même énormément réduit en 10-15 ans. Mais il y a un savoir-faire qui reste artisanal, qui reste culturel. Du coup, moi, je suis quand même attaché à cette région parce que j'ai commencé à travailler avec eux dans les années 2000 et aujourd'hui, je continue toujours de travailler avec eux. Et pour autant, on avait un produit quand même qui était d'origine fossile, si vous parlez de voilà, polyuréthane, PVC, ouais, etc. Et donc vous, partant de ce constat, vous avez quand même essayé de changer un peu la composition de ces ballons. Ouais, c'est-à-dire qu'en passant du temps en atelier avec cette région-là qui avait ce savoir-faire historique, culturel, et qui a permis en fait de comprendre vraiment toute la sphère du ballon à 360 degrés, c'est-à-dire ne pas juste s'arrêter à l'atelier qui produit, remonter ce qu'on appelle la supply chain, toute la chaîne de production, et arriver au début de cette supply chain. Et en fait, il y a un moment où on pose un constat, c'est celui de se dire, on a un produit qui arrive en Europe et en France, parce qu'on importe le ballon en Europe et en France. On n'a jamais produit de ballon en France et en Europe. Certains vous diront qu'il y a eu des ballons notés Made in France sur une célèbre marque. En effet, il y a eu des ballons faits en Alsace, à côté de l'Allemagne, parce que cette célèbre marque avait des ateliers de textile en Alsace. Et les années de Coupe du Monde, ils faisaient les ballons très techniques en Alsace. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré un ouvrier qui était dans ces ateliers-là. Et il faut savoir que c'est des ouvriers pakistanais et indiens qui venaient travailler sur ces ballons. Donc, même s'il y avait le sigle Made in France, en effet, c'était fait en Alsace, ces produits de compétition, mais c'était des personnes Pendjabi qui les faisaient. Donc, je ne sais pas si on peut parler de Made in France. Bref, ça, c'est une autre histoire, mais il y a un moment où il y a un constat qui a été posé, que ce soit au niveau matière et que ce soit au niveau aussi manière dont on importe le produit. Parce que quand il rentre sur le territoire européen, il faut savoir que le ballon de sport, il ne rentre pas dans la norme des jeux et des jouets. C'est un peu un produit, j'allais employer le mot bâtard, même si le mot est pas très beau pour lui et pas très noble, mais ne rentrant pas dans la norme des jeux et des jouets, en fait, il est contraint de répondre à aucune norme européenne. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend sur les encres migratoires, les matières avec phtalates, le ballon, s'il ne fait pas moins, alors de tête, je crois que c'est 14 cm de circonférence, en fait, si c'est pas une balle, eh bien, il ne rentre pas dans la norme des jeux et des jouets. Donc, si en tant que commanditaire de ballon, en France et en Europe, on ne demande pas aux ateliers de travailler avec des produits sans phtalates, avec des encres qui répondent aux normes EN71, les normes européennes, on ne sait pas ce qu'il y a dans le ballon. On ne sait pas ce qu'il y a dans le ballon. Et ces pays-là, eh bien, ils sont pas sensibilisés aux causes environnementales et écologiques comme on l'est nous. Et comment leur jeter la pierre ? C'est-à-dire que nous, il y a encore 10 ans, on ne l'était pas. Pendant les 30 Glorieuses, je pense qu'on a pollué encore bien plus qu'eux. Et aujourd'hui, moi, je me bats un peu sur ce discours qui dit produire en France, c'est produire éco-responsable parce qu'il y a des produits il y a des pays qui font pas attention à ça. Mais aujourd'hui, l'éco-responsabilité, elle s'arrête pas à nos frontières. Je pense que la crise qu'on a traversée avec le Covid le montre bien. L'enjeu, il est global, il est mondial, et on doit plutôt sensibiliser, emmener ces ateliers de production avec nous, leur faire profiter de notre R&D au même point qu'ils nous font profiter de leur savoir-faire, et de faire pivoter toute une économie. Et c'est avec ce constat-là que j'ai décidé de créer Rebond, parce que je me suis dit qu'il fallait une marque forte, qu'il fallait pouvoir communiquer fortement aussi, et surtout emmener dans notre histoire. Cette idée de marque, au début, je voulais même que ce soit, et j'essaie de le travailler comme ça, que ce soit une marque collective, de dire, voilà l'enjeu, voilà un produit de base, et demain, nous, on va en faire un produit différent, on va en faire un produit socio-éco-conçu. On va traverser, on va atteindre des étapes petit à petit, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais on va toujours travailler en étant conscient de nos avancées et aussi du travail qui reste à faire. On communiquera toujours dessus, de manière transparente. Et je pense que c'est une vraie clé de se dire, aujourd'hui, il y a trop d'entrepreneurs qui n'osent pas partir sur un produit éco-responsable ou qui n'osent pas pivoter leur économie, de peur de se dire, je vais pas être 100% éco-socio-conçu tout de suite, donc je peux pas y aller. Mais si, en fait, il faut y aller, il faut amorcer. Par contre, il faut être transparent et dire clairement les choses sur où on en est et où on va. Parce que sinon, on mettra jamais le pied à l'étrier, on n'avancera jamais. Donc, c'est comme ça qu'a été né Rebond, l'ambition étant de challenger le ballon de sport, et en le faisant sur un produit très populaire. Il y a quelque chose de presque utopique derrière ça, de dire, à travers un ballon, un produit qui parle à tout le monde, on va montrer qu'on peut faire pivoter une économie en le basant sur un socle écologique fort, et même que ça peut être un levier de business fort. Et l'idée, c'est de montrer qu'il ne faut pas scinder environnement et économie, qu'il faut arrêter de faire une dualité des deux, mais plutôt de montrer qu'en le travaillant différemment notre économie avec un socle environnemental écologique fort,
eh ben, ça peut être un levier, économique. Et du coup, qu'est-ce que vous avez utilisé alors comme nouveaux matériaux, par exemple? Parce que ça, c'était vraiment un levier d'essayer de remplacer des matériaux par des matériaux recyclés ou biosourcés, je crois. Qu'est-ce que vous avez Ouais. commencé par modifier alors dans ce ballon? Alors en fait, on est parti avec un prisme qui était celui de la fin de cycle de vie du produit. Le premier constat, on en a parlé, c'était de dire on a un produit qui est multimatériaux. Multimatériaux égale recyclage impossible en fin de vie. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième, c'était de se dire le ballon, aujourd'hui, est un produit d'usage et de consommation. J'allais presque parler d'objets de consommation à usage unique. Derrière ça, pour l'imager, je vais parler des clubs amateurs, juste sur le foot en France. Ils sont entre 14 à 15 000 et ils achètent chaque début de saison entre 80 et 100 ballons. C'est une moyenne. Et ces ballons-là, en fin de saison, pour la majorité, à 90% des produits achetés, ils sont jetés. Parce que ils ont fait leur temps de vie avec les entraînements de toutes les catégories, 2 à 4 fois par semaine utilisés. Et le produit, en fin d'année, il est bon à être jeté. Et ce produit-là, comme je le disais, il est jeté, il est incinéré. On ne peut pas le recycler. Donc ces deux constats-là, ils nous ont amené à travailler sur la fin de cycle de vie de produit et de se dire, il faut qu'on arrive à développer un produit qui soit recyclable. Qui dit recyclabilité dit essayer de travailler un produit monomatière ou quasi monomatière. Donc on est parti sur ce challenge-là, et donc il fallait vraiment réinventer la manière de faire du ballon, en fait, dans les matériaux utilisés, aussi dans leur assemblage. Je parlais tout à l'heure de 3 matériaux différents qui fusionnaient au moment de la fabrication. Il fallait réinventer ça. Et on l'a fait. On l'a fait, on est parti, tant qu'à faire, on s'est éloigné des énergies fossiles. Et on est parti avec des énergies issues de la biomasse, donc des matériaux biosourcés. Et aujourd'hui, on a atteint cette enveloppe de 3 matériaux avec des rendus différents. On les travaille avec la même origine, je vais employer un terme technique, mais la même origine de compound. On travaille avec le même compound. Le compound, pour l'expliquer, c'est la matière de base qui permet de travailler des feuilles plastiques, des feuilles moussées, un entoilage par exemple. Et on travaille, nous les 3, avec ce même compound. Donc, on a un produit, on peut parler de produit monomatière sur ces 3 couches, et qui a ouvert la porte de la recyclabilité. Voilà. Et fort de ça, on souhaite pénétrer le marché du ballon en tant que jeu et du ballon technique, sportif, avec une nouvelle offre, puisque nouveau produit égale opportunité et nouvelle offre, en allant proposer du leasing aux clubs de sport. C'est-à-dire aller vers eux et leur dire, initialement, vous achetiez vos ballons en début de saison, en fin de saison, vous les jetiez. Là, on vous propose ce produit-là, vous le louez tous les mois, on le récupère en fin d'année, on le recycle, on vous le remet à neuf sur le début de saison prochaine. Voilà l'ambition. C'est très intéressant. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre entreprise? Parce que là, c'est votre ambition, mais vous en êtes à quel stade exactement dans la fabrication de ces ballons et même dans la vente? Est-ce que votre entreprise s'est constituée? Est-ce qu'elle a levé des fonds? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Rebond? Alors, Rebond, c'est une aventure qui a démarré dans les faits il y a bien 3 ans et qui juridiquement est née il y a bientôt 2 ans. Dans les faits, on a commencé à travailler un premier produit, et en fait, c'est ce schéma qui nous a suivis tout le long jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait des collaborations avec des entités externes. Donc, quand je parle d'entités externes, ça va être des clubs professionnels, ça va être des artistes, pour communiquer fortement sur nos étapes d'avancée. C'est-à-dire que chaque étape d'avancée de R&D, on faisait une collaboration, on sortait un produit, ce qui nous permettait de communiquer fortement, qu'on mettait en pré-vente, et ces ventes générées nous permettaient de rentrer de l'argent pour autofinancer notre développement. Un produit plus de loisir alors qu'un produit vraiment professionnel. Dans un premier temps, on a travaillé un produit qui était, en effet, si on s'en réfère à une qualité technique, on va être sur une qualité loisir. Par contre, c'était un produit qui était différenciant visuellement. C'est-à-dire qu'on travaillait avec des artistes et ils dessinaient vraiment le ballon. C'est un petit peu ce qu'on a ici, là. Ah, ça allait bien plus loin. Là, on est plus proche d'un design technique. On allait bien plus loin que ça. Je vous invite à aller voir sur le site, mais vous verrez que le ballon est vraiment devenu un support de création artistique pour l'artiste qui s'amusait à dessiner dessus. Et du coup, ça avait un vrai effet impactant visuellement. Et l'enjeu était celui-ci, c'était d'impacter pour sensibiliser au message de fond et à notre histoire et emmener dans notre histoire. Et le ballon, quand il est travaillé comme ça, c'est un vrai achat coup de cœur en fait. Donc quand il est différent, artistique, en série limitée, en collaboration, cet achat coup de cœur, il est démultiplié. Donc il y avait quand même un gros succès sur ces collaborations qui étaient lancées. Et ça a permis de nous faire connaître, ça a permis de créer des liens forts avec certains clubs professionnels.
Ça nous a permis de nous développer aussi. Quand je parle de développement, c'est que on a mené notre R&D de front avec un partenaire industriel qui nous a connus grâce à ces collaborations, justement, et qui a dit, moi, je vais vous accompagner, je vais vous aider à développer ces matériaux-là, et qui est situé à 40 minutes de chez nous, donc c'était très local. Et ça nous a permis aussi de monter une petite chaîne, un petit atelier de production en France, juste à côté de chez nous aussi. Et cette R&D, de la travailler avec notre atelier aussi qui est OpenJab, parce qu'on a toujours un atelier OpenJab. Aujourd'hui, on a un atelier en France, un atelier OpenJab. Et de lui faire profiter aussi de ses avancées de R&D, et pendant que lui nous faisait profiter de son savoir-faire artisanal, culturel, etc. Et toutes ces avancées nous ont permis, l'année dernière, de créer ce premier ballon biosourcé, monomatière. Et là, au lieu de faire une collaboration avec un seul club ou un seul artiste, je me suis dit que c'était trop bête, l'avancée était tellement forte, parce que c'est la première fois dans le monde que ça se faisait, en fait. C'est un peu peut-être égocentré de dire ça ou se jeter des fleurs, mais il faut dire ce qui est. C'était la première fois que sortait un ballon issu de matériaux biosourcés et qu'un ballon ouvrait la porte de la recyclabilité. Donc c'était, pour moi, une grosse avancée. Et en fait, pour les clubs aussi, parce que quand on l'a proposé aux clubs de Ligue 1, en fait, il y a 18 clubs sur les 20 présents en Ligue 1 qui ont suivi le projet. Donc ça a été juste incroyable déjà pour lancer le projet, et puis aussi en tant que citoyen, parce que moi je suis issu d'une génération où on a entendu tous les ans parler de ressources planétaires qui s'amenuisent, que notre manière de consommer, de fabriquer n'était pas la bonne, parce qu'à un moment on allait se retrouver sans ressources énergétiques. Et en tant qu'ado et au fil des ans, on se dit toujours que les hautes instances vont prendre un peu la barque en main et vont pivoter pour essayer d'éviter le mur. Et en fait, ça n'a jamais pivoté. Et moi, je me suis dit, en lançant ce projet, c'est à nous aussi qui sommes en bas de l'échelle, en tant que producteurs, en tant que consommateurs, de changer les choses. Et ça pourra venir que de là, finalement. Et du coup, le fait qu'il y ait autant de clubs qui soient liés au projet et qui ont tous communiqué sur la plateforme, donc à un pool de communauté qui est très grand et très fort, ça a véhiculé un message fort sur l'environnement, sur l'aspect social et sur la manière de faire du ballon. Et déjà, en ce sens-là, pour moi, c'était une petite victoire. Mais ils vous ont commandé des ballons et ils jouent avec des ballons rebonds. Alors, les ballons qu'on avait fait avec eux, là, c'était des ballons très artistiques. Comme j'en parlais tout à l'heure, ceux qui étaient dessinés par des artistes. Donc là, c'était des vrais... Ouais, exactement. Là, c'était des vrais objets de collection, en fait. Et oui, ils nous en ont commandé pour mettre en vente dans leur boutique. Et ça, c'est la première gamme de produits. Donc, on peut parler de produits décoratifs, artistiques. Et la deuxième catégorie de produits, vous en parliez à l'instant, c'est les produits très techniques, où là, il faut qu'il y ait une jouabilité, une technicité très forte, très bonne. Et là, on est en train de suivre le process de R&D qu'on a fait sur le ballon entrée de gamme. On a créé un premier produit qui répond aux normes de la FIFA, parce qu'en fait, c'est pas le tout de vouloir faire un produit écologique, responsable. Il faut aussi que techniquement, il soit bon. Et pour ce faire, on s'est dit qu'il fallait que le ballon soit, entre guillemets, labellisé par un gros événement, que si le ballon était joué lors d'un gros événement, ça sécuriserait le fait que ce produit-là est un bon produit technique. Et du coup, on a candidaté pour équiper la Coupe du Monde des moins de 16 ans. Et la bonne surprise, c'est qu'on a été sélectionné. Donc ça, c'est génial parce que, à côté d'autres marques, notre produit a été testé par 26 fédérations internationales pour dire oui, OK, pour que ce ballon soit joué lors de la compétition. Et à la fin, les organisateurs ont pris leur décision et on dit ce sera Rebond qui équipera la Coupe du Monde des moins de 16 ans. Et ça se passera quand ? Alors, on a déjà équipé cette année et on l'équipe encore 2 ans. De suite, c'est pour 3 ans en fait. Alors donc en termes de production, ces ballons, ils sont produits, disons, en sous-traitance avec votre partenaire nantais et l'usine également dans le Pendjab. Mais est-ce que ça veut dire qu'un de ces jours, il faudra quand même que vous pensiez à avoir votre propre usine ? Là, vous mettez le doigt sur une ambition à moyen terme ou long terme. On verra ce que le futur nous réserve. Mais en effet, il y a un facteur très important dans ce qu'on essaie de construire, c'est l'aspect recyclage. C'est-à-dire que l'enjeu, finalement, il est autant sur le fait de challenger les matériaux et de produire différemment que la seconde phase, qui est après la fin de cycle de vie du produit, de récupération, de destruction et de refabrication. Et cette phase-là, en effet, on va la travailler à côté de chez nous. On lève des fonds aujourd'hui pour ça. Le fait de récupérer, de rebroyer, de refaire ce fameux compound dont je parlais tout à l'heure, pour repartir sur un circuit de production classique et ordinaire. Et ça, on souhaite le centraliser chez nous.
Et qui sait, petit à petit, au fil des ans, peut-être qu'on sera capable d'internaliser une chaîne de production 100% issue de ce recyclage dans ce même atelier qu'on souhaite mettre en place prochainement. Et est-ce qu'un jour, il y aura des ballons de basket ou des ballons de rugby rebond également ? J'espère. En fait, on a travaillé d'abord sur le ballon de foot parce que, deux raisons. C'est le produit le plus complexe à travailler. Ça s'explique assez simplement. On a 32 panneaux, quand sur le ballon de rugby, on en a 4 par exemple. C'est le produit le plus énergivore aussi. C'est le seul produit sur lequel on est quasiment 100% énergie fossile versus le rugby ou le basket sur lequel on va avoir une base de matériaux naturels avec du rubber par exemple. Et je peux rajouter quand même un aspect qui n'a pas été des moindres dans cette décision-là, c'est que le football est le sport le plus populaire au monde. Donc on avait aussi un enjeu d'emmener un maximum de personnes dans notre histoire et de les lier à notre économie. Donc ça s'est fait naturellement sur le ballon de foot et on espère bien que les difficultés qu'on a traversées sur le ballon de foot nous permettent de dupliquer facilement sur le rugby, sur le basket, avec toujours le même prisme, celui de la fin de cycle de vie du produit, pouvoir le recycler et pouvoir recréer un produit, un ballon neuf avec un ballon ancien. Vraiment un système qu'on appelle nous en interne ball to ball. Eh bien, merci Simon. Nous arrivons au terme de ce podcast. Voilà, une société formidable, pleine de perspectives. Donc, je rappelle que vous êtes le président fondateur de Rebond, qui se propose de repenser la filière du ballon de football pour la rendre plus éthique et éco-responsable. Et je vous remercie vivement d'avoir participé à ce podcast La Fabrique des Champions, proposé par la Société d'encouragement. Merci à vous.